Bonjour à tous, donc, je suis le docteur Olivier Joannès-Boyau, je suis le président du comité réanimation de l'ASFAR. En ces temps troublés et difficiles, comme vous l'avez vu, l'ASFAR a dû annuler ses formations. Nous n'avons plus d'actualité 30 minutes et autres émissions de l'ASFAR pour l'instant. Donc nous avons décidé de faire une petite web TV pour vous tenir au courant, garder le lien de l'ASFAR avec tous les anesthésistes réanimateurs qui sont au front tous les jours en France. Donc, comme vous voyez, je suis dans mon bureau. Il n'y a plus de possibilité d'utiliser pour l'instant le studio de l'ASFAR. Et donc, je vais faire cette petite émission dans mon bureau enregistrée que vous pourrez regarder donc sur l'ASFAR, où je vais essayer de vous donner des informations sur le remplissage des réanimations en France, l'activité des différents endroits, ce qu'on a appris un petit peu ces derniers temps sur le diagnostic, le traitement. On aura normalement Jean-Michel Constantin avec nous qui fera un petit point sur la ventilation de ces draps, qui donnera un petit peu son ressenti de la période critique parisienne. Et puis d'autres petites informations pour que voilà, un maximum d'anesthésistes réanimateurs en France puissent avoir des infos claires sur ce qui se passe. Je pense qu'on fera d'autres sessions web TV comme ça par la suite. Donc, rapidement, vous le savez tous, la situation est très dégradée en Europe. L'Italie est toujours extrêmement impactée. L'Espagne s'aggrave très nettement aussi. Bon, tous les pays sont touchés, hein, les États-Unis sont catastrophiques. Pour l'instant, l'Italie ne semble pas avoir atteint le pic de l'épidémie ni le plateau. Donc, nous avons 9 jours de retard, 8-9 jours de retard à peu près sur eux. Donc, voilà, les temps qui viennent vont continuer à être probablement difficiles. Pour faire un rapide petit tour français, donc l'Est est toujours très impacté. Il semble actuellement exister potentiellement une deuxième vague de patients qui sont plus jeunes, qui sont plus graves, qui sont moins comorbides que les autres, mais qui ont attendu plus longtemps à domicile avant de venir à l'hôpital et qui présentent également plus de défaillance d'organes, notamment rénales. On semble que voilà, la typologie des patients a un tout petit peu changé dans l'Est, mais le flux, pour l'instant, ne se tarit pas. Il a fallu très rapidement augmenter, vous le savez, les capacités de réanimation du Grand Est, qui est passé de 500 lits à 800 lits de réanimation, hein, avec puis 1200 là, actuellement, avec des endroits comme Mulhouse, Strasbourg, qui ont dû, ou Colmar, qui ont dû augmenter leur capacité de lits de réanimation de façon exponentielle à la vitesse où arrivaient les patients. Ils ont commencé à tabler sur une augmentation des lits possiblement jusqu'à 1600, mais pour l'instant, vous le savez, il y a un manque de respirateurs, avec pour l'instant 810 respirateurs comptabilisés dans la zone. Donc, il y a eu un appel à récupérer des respirateurs, probablement des cliniques et autres hôpitaux environnants, et voire de la France. Tout est impacté dans l'Est. Je n'ai pas les derniers chiffres pour Strasbourg, Mulhouse et Nancy, puisque effectivement ils sont sous l'eau, donc on a un peu de mal à avoir des informations. Sachez que Dijon est à 31 patients en réanimation. Pour faire un tour rapide, Lyon est à 89 patients en réanimation. Grenoble pour l'instant est à 15, mais tout autour c'est très impacté, hein. Annecy 18, Chambéry 15, Annemasse 23. Genève est à 54 patients, donc la Suisse commence à souffrir. Ça, c'est les chiffres que j'ai sur la journée d'hier. Marseille est aux alentours de 69 patients, avec 110 patients pour les Bouches-du-Rhône et 175 patients en réanimation dans le PACA. Poitiers est pour l'instant un petit peu préservé avec 7 patients, mais ils vont recevoir, vous le savez, des patients qui viennent de l'Est, par le TGV. Angers est à 24 patients et reçoivent aussi des patients qui viennent de l'Est. Rennes est à 14 patients, avec la Bretagne à 42 patients, 43 patients en réanimation. Rouen est à 20 patients. Nantes est à 24 patients, avec 41 patients en réanimation pour le département, mais eux aussi vont recevoir là, des patients qui viennent de l'Est. Le Midi-Pyrénées est à 64 patients en réanimation. Montpellier, pour l'instant, est à 22, avec une zone autour qui commence à être touchée, et surtout un gros cluster à Perpignan, qui a actuellement 32 patients en réanimation à Perpignan, avec un rassemblement évangélique des gens du voyage à Perpignan qui va probablement poser des problèmes assez rapidement en termes de surcharge sur la réanimation de Perpignan. À Bordeaux, nous sommes actuellement à 44 patients, données d'hier, mais on a encore des patients qui sont arrivés cette nuit. Donc, voilà, la situation augmente. Alors, à Paris,
pour les provinciaux, parce que les Parisiens malheureusement savent que la situation est très compliquée. Les provinciaux l'entendent aussi de plus en plus à la télévision. Donc sachez que la majorité des services de Paris sont surchargés. On a ouvert des lits un petit peu partout. Certains commencent à ouvrir des salles de réveil pour ventiler. Donc la situation est très difficile. Voilà, donc globalement, la situation se tend dans les régions qui ont été le plus impactées pour l'instant, donc qui sont les régions de l'Est et de Paris, très clairement, avec un démarrage des évacuations sanitaires vers les zones qui ont pour l'instant été un petit peu préservées. Mais vous le voyez, toutes les zones commencent à être touchées de façon plus ou moins importante et tout le monde va avoir des patients qui vont arriver en espérant que la majorité des hôpitaux n'auront pas de tsunami comme actuellement dans l'Est ou à Paris. Un petit mot sur les organisations médicales et paramédicales pour l'instant qui sont adoptées. Les choses bougent beaucoup, donc les informations que je vous donne ici bougent assez régulièrement, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'ASFAR. On met un maximum d'informations sur le site de l'ASFAR. On met des veilles bibliographiques, des vidéos, un aide à la lecture des dernières études ou des dernières informations avec un document qui s'appelle le masque et la plume qui est fait par des jeunes collègues parisiens et bordelais et qui permet d'avoir tous les jours une petite vue des papiers importants qui sont sortis. On a également un Viréa, je vous rappellerai tout ça à la fin. Donc, organisation pour l'instant, mais ça change assez rapidement. La plupart des hôpitaux sont partis sur une infirmière pour 1,6 patients, notamment au début, puisque ce qui est compliqué, c'est l'arrivée des patients en réanimation, qui est assez lourd. Après, par la suite, ça se détend un peu avec retour à une infirmière pour 2 patients. Ne pas trop redescendre en charge trop vite. Les gens qui sont redescendus rapidement sur des organisations habituelles, type une infirmière pour 2 patients et demi, 3 patients, ont eu des soucis de gestion des malades. Donc voilà, on peut redescendre un petit peu, armer au début, et puis redescendre un petit peu en armage des modules quand la situation avec des patients stables commence à être plus facile à gérer. Globalement, c'est à peu près un médecin pour un senior pour 5 malades. C'est à peu près comme ça que c'est organisé dans les endroits où la tension n'est pas extrême. Alors là, après, évidemment, on gère comme on peut avec les ressources humaines. Ce qui ressort, c'est qu'il faut bien gérer les ressources humaines parce que rapidement, c'est ce qui fait défaut aussi, médical et paramédical. Donc, on se protège bien pour éviter d'être malade et d'impacter à ce moment-là la ressource humaine médicale et paramédicale. Pour ce qui est de la clinique, c'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres exacts sur la gravité, etc., puisque en fonction des endroits et des pays, les tests ne sont pas faits exactement de la même façon. Il y a des endroits comme la Corée qui testent un maximum de patients, ou Hong Kong, d'après les correspondants que j'ai eus, là, c'est ce qu'ils nous expliquent. En Allemagne, ils testent beaucoup aussi, par exemple. On teste moins en France et en Italie. Donc, difficile d'avoir une idée. Globalement, il semble qu'il puisse y avoir entre 2 et 5% de formes nécessitant la réanimation. Probablement environ 30% des patients qui sont hospitalisés en médecine, mais 30% de quoi, c'est difficile à dire, mais bon, il y a beaucoup d'hospitalisations en médecine. Et 30% de ces patients qui sont hospitalisés en médecine vont en réanimation. Pour ce qui est de savoir si un patient serait Covid plus ou pas, il se dégage un petit arbre décisionnel qui serait en un la RT-PCR nasopharyngienne qui est en première intention, mais avec quand même un certain nombre de faux négatifs. Et donc, il y a encore des patients qui passent au travers de ça. Si on a une RT-PCR qui est négative, mais que le patient est symptomatique suspect, alors on ira faire un LBA ou des aspirations trachéales avec également une RT-PCR. Et si là encore c'est négatif, on fera probablement un scanner thoracique qui lui est assez discriminant. Et si le scanner est véritablement en faveur, alors on considérera que le patient reste Covid+. Donc si un de ces 3 étapes est positive, RT-PCR nasopharyngienne, RT-PCR LBA ou aspiration trachéale, ou le scanner véritablement en faveur, lu par des radiologues qui ont été formés pour ça. Hein. La plupart des radiologues ont des choses en ligne pour vraiment leur montrer ce que c'est que les formes typiques. Si un de ces 3-là est positif, le patient est évidemment considéré comme positif. Après, le patient positif, le scanner est douteux
pas typiques mais douteux, bah là on va refaire des aspirations trachéales, une sérologie peut-être à J5, un autre scanner. Voilà, là c'est un peu plus compliqué quand il est douteux, mais il faudra probablement suivre le patient. Dans les formes cliniques qui existent, il y a plusieurs formes cliniques un petit peu différentes. On a l'impression, on a des formes cliniques assez fulminantes où les patients vont s'aggraver très rapidement, hein, où il faut faire attention à ces patients qui s'aggravent vite. Il y a eu des arrêts cardio-respiratoires à l'intubation notamment parce qu'ils se dégradent très très vite. Et puis d'autres patients qui se dégradent un petit peu plus lentement avec du temps pour voir venir. Jean-Michel, donc il nous fera un petit point sur ça. Là, avec, on a entendu des choses sur l'Optiflow VNI. On a aussi fait des recommandations nous, sur Optiflow VNI. Change un petit peu là avec l'expérience des gens sur ces patients-là, à Paris notamment. Donc on espère que Jean-Michel pourra nous faire un petit point là-dessus et sur la ventilation du SDRA. On va continuer, on reviendra sur ça et sur le SDRA avec Jean-Michel. Au niveau des examens complémentaires, biologique. Donc il y a plusieurs choses qui ont été données comme information par nos amis chinois notamment sur tous les premiers patients qu'ils ont fait. Et nous, ce qu'on commence à voir arriver en France, on se rend compte que le virus circule finalement peu dans le sang, il y a peu de virémie sanguine, il est peu retrouvé dans les urines. En revanche, il est excrété dans les selles, donc les selles sont contaminantes. Les patients sont assez régulièrement lymphopéniques, puis ensuite vont refaire une lymphocytose par la suite. La plupart des patients, qu'ils soient graves ou moins graves, vont souvent avoir une première aggravation à J5, J7 de l'apparition des symptômes. Et il est possible aussi de voir une deuxième aggravation à J14, J15 des symptômes. Voilà, ça a été décrit dans pas mal de formes qu'il y a en Asie et actuellement en France. Il faut essayer de doser pas mal de choses à l'entrée parce il y a pas mal d'examens biologiques qui permettent d'orienter les choses, que ce soit dans un premier temps sur la gravité, dans un deuxième temps sur le sevrage. Donc il peut être intéressant de faire une CRP notamment, des LDH, des gaz du sang, où on va voir sur les patients graves assez rapidement une hyperlactatémie avec un anion gap augmenté, une acidose métabolique, des LDH élevés, une CRP élevée. Il peut être intéressant également de doser la ferritine, puisqu'il existe d'assez nombreux syndromes d'activation macrophagique avec une bonne sensibilité de la ferritine pour les détecter. Il va également falloir faire des CPK, de la troponine, parce qu'il est décrit un nombre de cas assez important de myocardite, avec parfois des tableaux uniquement cardiaques, de décompensation cardiaque, même chez les jeunes. Il y a eu des cas à Paris, à Marseille et autres qui n'avaient pas de symptomatologie respiratoire, mais des symptomatologies cardiaques pures, et c'était des myocardites de Covid-19. Donc là aussi, les CPK, la troponine peuvent être intéressants pour diagnostiquer ces formes, avec évidemment l'écho cardiaque par la suite. Par la suite, on va prolonger ces examens complémentaires puisqu'ils serviront pour le sevrage également. Donc là aussi, Jean-Michel va me connecter pour nous en dire un petit peu plus. Pour ce qui est des médicaments thérapeutiques, les antiviraux notamment. Donc là, vous avez vu très probablement les politiques et les polémiques multiples qui ont lieu ces derniers jours, hydroxychloroquine ou pas, antiviral ou pas. Donc la France a choisi une attitude assez pragmatique que nous avions déjà conseillé sur le site de l'ASFAR avant le rendu au Conseil en santé publique. Vous avez d'ailleurs le rapport du Haut Conseil en santé publique qui est mis sur le site, donc qui préconise dans un premier temps de participer au maximum aux essais cliniques. On y reviendra sur les essais cliniques un petit peu après, mais donc il y a des essais cliniques en cours, notamment en Europe, notamment l'essai Discovery, donc j'en parlerai, qui là va tester plusieurs molécules. Donc, en priorité, la participation à ces essais. On évite de donner de façon désorganisée des antiviraux à tous les patients parce que c'est pas a priori recommandé.
Et ensuite, les traitements des patients par hydroxychloroquine, par les autres antiviraux, on va y revenir, sont plutôt sur des décisions collégiales et au cas par cas. Je ne vais pas vous parler pour l'instant de la prise en charge ventilatoire puisque ce sera plutôt Jean-Michel qui va en parler. Ensuite, ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est l'hygiène. Essayer d'éviter de contaminer les soignants, puisque c'est de la ressource humaine et que ça risque de manquer dans les jours à venir dans un bon nombre d'hôpitaux. Donc, on se protège. Pour l'instant, la règle, c'est on se protège avec le masque chirurgical. Et dès qu'on est en situation aérosolisante chez un patient Covid plus ou symptomatique, c'est le masque FFP2. Il y a des habillages et autres assez variables en fonction des pays. Vous avez dû voir en Asie des combinaisons quasiment NRBC pour traiter les patients. On n'a pas évidemment malheureusement toutes ces combinaisons-là en France et on n'est pas sûr qu'il faille quand même aller jusque-là. Donc vous avez sur le site des vidéos, des conseils sur l'habillage, le déshabillage, toutes les mesures de protection à prendre. C'est assez important, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il faut préserver les soignants pour que la ressource humaine ne vienne pas à manquer. Le pronostic des patients, là c'est comme les formes graves, difficile de dire exactement puisque ça dépend du nombre de personnes touchées véritablement par le virus. Or, comme les tests ne sont pas faits sur la totalité de la population, il est difficile d'extrapoler ce qu'on a actuellement sur la mortalité. Il y a deux îlots un petit peu préservés qui nous permettent d'avoir une idée de la mortalité. C'est le Diamond Princess, qui est ce bateau de croisière qui était en Asie et qui a été cloisonné, où il y a eu, sur le nombre de passagers total, 750 cas de Covid-19 qui ont été avérés, et pour lequel il y a eu 8 morts, ce qui représente à peu près 1% des patients qui ont été infectés, mais la population était à risque. La Corée a l'air d'avoir une mortalité pour l'instant avec un très grand nombre de tests qui est fait. Donc, sur une population très large, la mortalité semble pour l'instant assez réduite. Pareil, qui doit tourner aux alentours de 1%, voire moins. Donc, la mortalité reste quand même très maîtrisée. Les problèmes, vous l'avez bien vu, sont le nombre de cas graves qui, eux, sont plus importants que pour surtout ça qui pose un énorme problème dans la gestion hospitalière. La mortalité semble quand même assez contrôlée. Pour ce qui est de l'éthique, puisque malheureusement un bon nombre d'entre vous sont devant des situations difficiles à gérer avec des contraintes de place, des contraintes de respirateurs, des contraintes de lit, de réanimation, eh bien effectivement, il faut prendre des décisions éthiques parfois difficiles. Donc pour cela, là aussi, le Haut Conseil en santé publique a donné des recommandations. Il y a une fiche, il y a des recommandations SFAR et SRLF qui ont été données et il y a qui va être mis sur le site de la SFAR assez rapidement, une fiche plate avec un texte explicatif qui sera en ligne et qui vous permettra de vous aider à prendre des décisions éthiques dans les meilleures conditions. Cette fiche-là a été élaborée par le comité éthique de l'ASFAR avec une synthèse de l'avis du comité national d'éthique, des recommandations régionales de l'ARS Île-de-France qui étaient déjà sur notre site notamment, et d'autres recommandations pour essayer d'avoir la chose la plus facile, la plus pragmatique pour vous faciliter la tâche devant ces situations qui sont évidemment critiques pour tout le monde et très difficiles actuellement. Un petit mot de la recherche, donc la participation à l'étude Discovery. Donc ça c'est l'étude européenne qui est lancée avec 5 bras, donc un bras standard de soins standards qui est un bras témoin, un bras soins standards plus Remdesivir, un bras soins standards plus Lopinavir et Ritonavir, donc Aletra, un bras soins standard plus Lopinavir, Ritonavir et de l'interféron bêta. Et enfin, un bras soins standard plus de l'hydroxychloroquine. Donc voilà, ça a déjà démarré depuis le 22 mars cette étude. Il y a déjà une trentaine de patients qui ont été inclus.
Il est prévu de faire des analyses intermédiaires régulières pour avoir les réponses les plus rapides possibles pour savoir si on a un médicament qui permet d'améliorer la situation de ces patients. Il y aura aussi un recueil national d'échantillons de sang qui va être fait, ça probablement à plusieurs niveaux, pour avoir une idée de ce qui se passe exactement chez les patients et pour que le gouvernement ait une vision de la pénétration du virus dans la population. Vous savez que ça c'est très important puisque tant qu'on n'a pas de vaccin ou de traitement efficace, il n'y a que la pénétration virale globale dans la population qui permettra d'arrêter l'épidémie. Donc il faut que 60 ou 75% de la population ait été en contact avec le virus pour que l'immunité de masse se fasse. Il est évident qu'on ne peut pas faire une immunité de masse là rapidement comme ça, puisque là les hôpitaux seraient totalement débordés, ce qui est déjà le cas avec le confinement. Donc il faut que cette immunité se fasse doucement. Pour avoir une idée de la vitesse à laquelle la pénétration virale se fait, il y aura tous ces recueils d'échantillons. Voilà, ça va se mettre en place. Il y a également un registre national des patients en réanimation qui s'appelle Covid ICU, qui a été mis en place au départ par la CRLF et auquel nous participons, puisque nous associons avec la CRLF pour beaucoup de choses actuellement. La situation est grave, donc il faut s'entraider. Donc il y aura probablement un lien qui sera mis sur le site de l'ASFAR et qui renverra sur la page qui permet de s'inscrire à ce registre. Voilà, Covid ICU, donc on vous invite à y participer. On aura probablement des informations très intéressantes qui reviendront de ce registre et qui nous aideront pour la suite. Il y a également une veille bibliographique, vous le savez, sur le site de l'ASFAR, qui est en accès libre, que nous implémentons tous les jours avec des études, des papiers intéressants que nous arriverons à glaner partout, avec les avis du Haut Conseil en santé publique notamment, etc. Ainsi qu'un autre onglet avec tous les documents où là vous avez aussi des recommandations qui sont mises et beaucoup de choses. Alors, il faut nous excuser, on met un maximum d'informations à votre disposition, mais tout le monde étant débordé, il est parfois un peu compliqué de gérer des informations qui commencent à être obsolètes avec des nouvelles qui arrivent. Avec Jean-Michel Constantin, là, on commence à mettre en ordre tout ça et à éliminer les informations qui commencent à être obsolètes, mais voilà, ça prend un peu de temps. Le principal, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations le mieux possible. Donc, excusez-nous si des fois, il y a des informations obsolètes qui persistent. Il y a également, très important, Avirea. Avirea qui est donc une plateforme d'aide pour l'ensemble des anesthésistes réanimateurs français ou même d'autres médecins autres que anesthésistes réanimateurs nous sollicitent. Donc là, vous pouvez poser votre question sur le site en posant la question à Avirea, et là un groupe d'experts vous répond aussi vite que possible. Nous avons actuellement traité sur les 7 derniers jours, 8 derniers jours, plus d'une centaine de questions, souvent en quelques heures, voire en une heure. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on répond aussi vite que possible. Donc allez sur le site Avirea, posez vos questions. Avant de poser la question, allez regarder, on a créé un FAQ avec les questions qui se reviennent le plus souvent et des réponses adaptées à ces questions. Donc avant de poser la question, vous trouverez peut-être déjà vos réponses dans ce FAQ qui est également sur le site de l'ASFAR. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le masque et la plume, une petite rubrique quotidienne qui permet d'avoir une vision des papiers qui sortent avec une lecture critique de ces papiers ou des recommandations qu'il y a actuellement. Voilà, à noter aussi des initiatives qui se mettent en place dans pas mal de centres, notamment les médecins de Nancy qui ont inventé un concept d'équipe DV, et il y a d'autres équipes aussi à Paris, à Strasbourg, qui mettent ça en place, avec des chirurgiens, des aides-soignantes du bloc, des IDE du bloc, donc des équipes qui viennent aider à heure fixe dans la journée à retourner les patients, puisque vous savez qu'on peut parfois avoir 10, 15, 20 patients en décubitus ventral en même temps. Et donc, il y a ces équipes de professionnels hors réanimation qui sont formés au fur et à mesure et qui viennent aider à retourner les patients à heure fixe et qui aident beaucoup les professionnels de la réanimation pour s'en occuper.
Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites pour les communications avec la famille. Donc, la plupart du temps, un médecin est dédié à l'appel des familles Covid, puisque si tout le monde appelle, c'est compliqué. Donc, on appelle les familles pour donner des nouvelles. Les patients qui ne sont pas intubés, on essaye d'avoir des liaisons Skype ou autres par des objets dédiés type smartphone ou tablette avec leur famille. C'est très important, parce que vous savez que les visites, pour l'instant, restent interdites dans beaucoup d'endroits. Et donc, c'est difficile de gérer les familles. Et les patients, c'est bien compréhensible. Donc, ces petits liens extérieurs par Internet sont importants. Il y a également beaucoup de cadeaux en France, de nourriture notamment, de choses comme ça qui se développent un petit peu partout, avec des cagnottes spontanées, des dons spontanés, par les traiteurs, par les restaurants de pizza, par tout un tas de boulangeries, etc., qui amènent à nos équipes tous les jours, dans toute la France, de la nourriture, du café, des cafetières, etc., et qui fait quand même chaud au cœur. Voilà, donc il faut les citer, c'est important, ils nous aident beaucoup. Il y a aussi beaucoup de signes de sympathie dans les villes, partout, qui essayent de s'organiser pour nous aider. Le mot d'ordre étant, ce qui nous aide le plus, c'est évidemment de respecter le confinement et de rester chez soi. Jean-Michel Constantin, la Pitié-Salpêtrière, où il vous fera un point complet sur la ventilation du SDRA. Ce que je peux vous donner moi comme information assez rapidement, c'est qu'au départ, il avait été donné des informations comme quoi on évitait l'Optiflow et la VNI chez les patients car risque d'aérosolisation, donc risque de contamination des patients et surtout des patients qui, dès qu'ils arrivaient à 4-6 litres, finissaient tous intubés avec des fois des catastrophes à l'intubation. Euh, il semble que ça ce soit vrai sur la première vague de patients, qui sont des patients qui sont plutôt vieux, morbides, et qui effectivement supportent mal l'hypoxémie et s'aggravent rapidement et vivent mal l'induction et l'intubation. Là, on revient un petit peu en arrière sur ces recommandations. Il y a des patients qui arrivent qui sont un peu plus jeunes, qui supportent un peu mieux l'hypoxémie. Et donc, les recommandations qui étaient faites jusqu'à présent d'intuber systématiquement à 6 litres, que vous avez pu entendre à divers endroits, on revient un petit peu en arrière. Donc, probablement, il reste une place. C'est vrai aussi chez nos amis italiens, où il y a vraiment une grosse tension sur les respirateurs. Il reste probablement une place pour la VNI et l'Optiflow chez les patients qui ne s'aggravent pas de façon fulminante, qui sont hypoxiques, mais qui peuvent peut-être passer le cap avec de l'Optiflow notamment. Donc ne pas se fermer la porte à l'Optiflow ou à la VNI chez ces patients-là, mais bien sûr, ils doivent être surveillés dans une unité de soins critiques, puisque reste quand même toujours le risque d'aggravation et des difficultés possiblement qu'on peut rencontrer lors d'une intubation chez ces patients. Donc attention, voilà. Donc il y a une place, La VNI, l'Optiflow ne sont pas à jeter, il y a une place, mais voilà, il faut les surveiller de près. Il existe des co-infections bactériennes chez les patients. Il existe aussi potentiellement des co-infections avec d'autres virus. Le fait d'avoir une grippe n'élimine pas le fait d'avoir aussi le SARS-CoV-2. Donc voilà. Il est important aussi de suivre les dédimères probablement, puisqu'on sait par les Italiens, et on retrouve ça aussi en France, qu'il y a un nombre assez important d'embolies pulmonaires qui ne parlent pas parfois cliniquement, qui sont retrouvés au scanner. Et les dédimères semblent être assez sensibles pour détecter ces patients qui ont un profil assez prothrombotique. Donc le cut-off semble être aux alentours de 5000. Donc il semble intéressant de suivre ces dédimères pour pouvoir avoir une petite notion de l'état procoagulant de ces patients et des risques de faire des embolies pulmonaires. Le scanner reste intéressant évidemment à l'entrée, mais aussi parfois pour suivre, notamment ces patients qui vont faire des thromboses. Les patients qui vont faire des thromboses vont aussi faire des thromboses vasculaires, notamment sur les cathés. Il a été décrit plusieurs thromboses vasculaires, notamment sur les cathés artériels. Donc attention, si les cathés artériels thrombosent, il y a un risque non négligeable que les patients fassent aussi des embolies pulmonaires, surtout si les dédimères sont élevés.
Il y a une place importante pour l'échographie pulmonaire, parce que transporter tous ces malades au scanner est compliqué. Donc l'échographie pulmonaire a vraiment une place. Vous avez sur le site de l'ASFAR, dans le Musculaplume notamment, des petits tutos tirés des études, etc., qui ont été faites, qui vous aident à savoir quoi faire avec l'échographie chez ces patients. C'est une aide non négligeable. La ventilation du SDRA, c'est pas ma spécialité, hein, c'est vraiment Jean-Michel, donc je pense qu'on refera une web TV avec la ventilation de ces patients. Il faut voir il y a l'air d'exister une espèce de profil qui évolue dans le temps, hein, avec des patients souvent au départ qui ont une compliance qui est conservée, donc sans trop problème de ventilation et avec une PEP limitée qui reste efficace. Et puis, ils vont ensuite, pour certains d'entre eux, évoluer vers un SDRA plus classique, avec une compliance qui baisse et plus de soucis pour les ventiler, notamment au niveau des pressions. Lors du sevrage, il faudra probablement pour le sevrage suivre, comme on l'a dit tout à l'heure, CRP, d'autres examens complémentaires d'inflammation, LDH, ORPF, etc., pour imaginer de pouvoir sevrer, extuber ces patients. Il faut que les paramètres de ventilation et biologiques, a priori, soient assez concordants pour qu'on puisse sevrer ces patients. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la ventilation. Ces patients-là, majoritairement, nécessitent la prise en charge ventilatoire, hein, c'est surtout ça qui va les sauver. Ça dure longtemps, hein, la moyenne de ventilation est toujours aux alentours de 14 jours et il faut éviter d'aller trop vite dans le sevrage. Ceux qui ont essayé pour l'instant d'aller trop rapidement dans le sevrage ont eu des problèmes avec la nécessité de rendormir ces patients. Eh bien voilà, Jean-Michel Constantin, on a de la chance, le professeur Jean-Michel Constantin de la Pitié-Salpêtrière nous a rejoint et il va pouvoir nous donner des informations, des petites recommandations sur la ventilation, la sédation de ces patients en SDRA qui sont quand même d'un type assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Jean-Michel, merci à toi. Bonjour à tous. Pas de recommandations formelles sur la stratégie ventilatoire pour ces patients-là. Rien n'est écrit, bien entendu. Je vais peut-être essayer de vous faire part de mon expérience et de l'expérience qu'on a sur Paris depuis une quinzaine de jours. Peut-être pour commencer par les supports non invasifs, puisqu'on avait, comme l'a dit Olivier, je crois, on avait déjà initialement dit il faut faire attention, il faut probablement pas faire d'optiflow, probablement pas faire de VNI pour limiter la hospitalisation et les risques de contamination. En fait, ces patients ont un pronostic qui est tellement catastrophique une fois qu'on les intube, et puis de toute manière, on a quand même des données qui ont tendance à nous dire qu'à partir du moment où on met plus de cylitres d'oxygène, ben, c'est probablement pas pire de faire de l'optiflow. Qu'on a pris la décision sur Paris qui me semble cohérente de dire on peut utiliser l'optiflow chez ces patients-là. Soit vous avez des chambres à pression négative, soit très probablement qu'il faut ouvrir les fenêtres quand on est sur les zones où ça vaporise vraiment pour se protéger. La VNI ou la CPAP et éventuellement avec un helmet, parce que on a l'expérience de quelques patients sous helmet avec un filtre de chaque côté qui est en CPAP sont passés. Donc tout ça, ça peut aider. Et on l'a tous compris depuis le début de la crise, tout ce qu'on dit a une demi-vie qui est relativement courte. Je crois qu'il n'est pas incohérent d'évoluer et à la condition de ne pas retarder de façon indue l'intubation, on a décidé que c'était pas choquant de proposer des stratégies non invasives chez des patients qui peuvent passer, notamment quand ils sont pas choqués, quand ils n'ont pas trop de comorbidité à côté, ou qu'au contraire ils ont une BPCO, et ça peut nous aider. Après, en termes de stratégie ventilatoire, rien d'extraordinaire par rapport à des patients SDRA classiques, l'objectif étant de garder une ventilation protective et protectrice. En termes de volume et de pression, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Les spécificités dont on a un peu l'impression, celles qu'ont rapporté nos amis en Italie, on a à peu près la même chose. Et pour ceux qui n'en ont pas encore côtoyé, vous les verrez sous peu, ces patients ont à peu près tous le même profil. Un poumon très compliant, du verre dépoli au scanner, c'est vraiment une atteinte interstitielle. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réponses aux manœuvres de recrutement initialement, mais une fois qu'ils sont intubés, ventilés, curarisés, on n'a pas vraiment de problème pour les oxygéner ni pour épurer le CO2 chez la majeure partie d'entre eux.
Très peu de surinfection d'emblée, moins de 10%. Par contre, des pneumopathies acquises assez précoces, J5, J7. On a à peu près toute cette expérience-là, fait que ça change un peu la donne après. La vraie difficulté avec ces patients, c'est probablement au moment où on veut arrêter les curares et arrêter la sédation. Et plus ça va, plus on se dit que le match est là. C'est-à-dire que les patients qu'on arrive à sauver, c'est ceux chez qui on est capable d'adapter le ventilateur au patient et pas l'inverse. Parce que si on tombe dans le cercle vicieux de sédation, une curarisation, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous savez qu'on commence à être en tension sur tous les médicaments d'anesthésie, les curares, les hypnotiques. Deux, c'est ouvrir la porte aux pneumopathies à répétition. Et on a l'impression que ceux qui ont pris cette stratégie n'arrivent pas à sortir de patients, et notamment sur certaines des réalités d'Italie, ils sont vraiment coincés là-dessus, de ce qu'on a vu notamment sur les reportages dans la presse générale. Donc vraiment, il faut probablement, en restant dans des limites de quelque chose d'acceptable sur le plan safety, hein, toujours de la ventilation protectrice, mais probablement qu'il y a une place de temps en temps pour des modes un peu accessoires, comme la PRV, comme de la pression contrôlée. L'idée de pouvoir essayer de réveiller ces patients, même s'ils ne sont pas totalement dans les clous, même s'ils se désadaptent, mais si on laisse tout le monde en ventilation contrôlée, en volume contrôlé, on n'arrive jamais à les, ou très rarement, à les désédater, décurariser. Parle un peu de sédation parce que vous le verrez tous, ils sont plus difficiles que les autres à faire dormir. Sûrement un peu de volume de distribution, sûrement beaucoup de neuroinflammation qui fait du délirium, des fluctuations tensionnelles. Ils ont une vraie dysautonomie, il y a des troubles du transit. Enfin, il y a tout un faisceau d'arguments sur cette neuroinflammation. Donc, la stratégie qu'on a prise dans mon service, c'est d'essayer de ne plus faire de curare en administration continue, mais faire que du discontinu. Sur la sédation, on fait standard, mais plus étendu, moins on fait. On a l'impression que la dexmédetomidine nous rend des services pour l'atterrissage, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où on essaie de sédater, d'écurariser ces patients. On a une vraie bonne surprise sous Dex. Bien entendu, si vous avez la possibilité, les halogénés, c'est vraiment la drogue de choix pour faire dormir ces patients parce que ça permet d'avoir quelque chose de on-off. Ça permet de ne pas avoir d'état d'âme et d'éviter les potions magiques avec 3-4 hypnotiques différents. Donc vraiment un avantage. Dans la logique de tension sur les médicaments, tout le monde a ressorti un peu les neuroleptiques, un peu les molécules accessoires comme la kétamine. On ressort même du gamma OH, mais je crois qu'il faut tous qu'on s'y prépare parce que la tension, elle va être nationale. Et puis après, sur le sevrage, il y a des recos sur la trachéo pour gagner du temps. C'est du sevrage qui est un peu long, mais qui se fait aussi. Par exemple, je suis dans le service, on n'a pas trachéotomisé de patient à ce jour. C'est long, c'est difficile, mais on y arrive. Il n'y a pas de problème, ça vaut le coup de se battre parce que ces patients, on arrive à les sortir de réanimation. Ce ne sont pas des moutons à 5 pattes. Quand on se donne la peine, on les sort. Et pour reprendre une expression de mon ami Samir Jaber, quand on fait de la bonne médecine, ben, on arrive à les sortir, ces patients-là. Et je pense notamment, quand je dis ça, aux filtres. Il y a eu toutes les recommandations en disant qu'il faut utiliser que des filtres, il ne faut pas de cocotte. Ouais, mais au bout d'un moment, on le paye, l'absence de cocotte, parce que ça commence à boucher, parce qu'on a des difficultés. Et l'humidificateur chauffeur actif est hermétique. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter à s'en servir quand on est dans la difficulté chez ces patients, soit sur la capnie, soit sur des problèmes d'humidification. Un petit point de détail aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est un suivi au moins tous les 7 jours de la charge virale, parce que notamment pour le sevrage, quand on veut les extuber, ben, si la charge virale est négative, ça rassure un petit peu tout le monde aussi sur le plan des moyens non invasifs qu'on pourrait utiliser. Et puis voilà, le DV répond surtout secondairement, on a l'impression, parce que bon, premier, on n'en a pas vraiment besoin, mais dès qu'il se complique un peu, ils répondent assez bien en décubitus ventral. Probablement très peu d'indications à l'ECMO. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins que dans les épidémies de grippe. Donc il faut faire attention à l'ECMO. Et à mon avis, c'est une mauvaise idée de mettre sous ECMO un patient qui commence à avoir un peu de fibrose, notamment. Euh, Plein de petits détails que tout le monde vous découvrirez tous. Il ne faut pas qu'on hésite à discuter, à continuer de communiquer. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez Avirea. Et s'il y a quelque chose qui vous semble incohérent ou si vous avez un doute sur un patient, ben, postez sur Avirea. De ce qu'on envoie depuis le début, il y a des réponses en moins d'1 heure et quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Donc n'hésitez pas. Et on est dans un contexte où l'évidence base médecine est très très loin de nous. Il n'y a qu'à voir ce qui est publié avec l'hydrochloroquine sur 15 malades. Donc
autant se fier à notre expérience dans notre profession d'anesthésie, réanimation, médecine péro-opératoire. On est là, on échange et je crois que c'est par l'échange de tout le monde qu'on arrivera à sortir le plus grand nombre de ces patients. On est sous l'eau, on va être sous l'eau en bon moment, donc il faut s'aider et le maître mot, c'est il faut essayer de sortir ces patients parce qu'il y a moyen de les sortir. Merci à tous, bon courage et on reste dispo. Eh ben, merci beaucoup Jean-Michel. Je pense qu'on refera d'autres web TV. Tu reviendras nous donner des conseils sur la ventilation, la sédation et autres en fonction de l'évolution, parce qu'effectivement, on a vu, la demi-vie de nos conseils est assez courte. Merci Jean-Michel. Voilà, j'espère qu'on a pu vous apporter un maximum d'informations aujourd'hui. On va s'arrêter là. Bon courage, prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir.